si on part de l'après-Seconde Guerre mondiale, en gros, on a 3 étapes majeures qui sont donc la Constitution de 1946 et ce qu'elle ouvre pour l'outre-mer, donc l'Union française, est-ce que ça change au niveau de la réglementation dans les différentes institutions coloniales. Ensuite, 1956, la loi cadre de Gaston Defferre, qui est alors ministre de la France d'Outre-mer et qui contribue à commencer à territorialiser les territoires d'outre-mer qui sont auparavant des colonies-possessions. Donc on a vraiment une étape importante à ce moment-là, qui très rapidement se transforme en 1958, au cours, comme vous le savez, du référendum sur la constitution de la 5e, en une proposition de communauté qui lierait la France et les territoires d'outre-mer dans ce qui est une version encore plus lâche donc de relations entre une métropole et ce qui va désormais des républiques, pour ceux qui auront fait le choix de rester dans ce lien. Donc en fait, chacune de ces étapes, on va dire, établissent un cadre légal, administratif, pour ce qui est l'évolution de l'armée coloniale, qui sera progressivement appelée armée d'outre-mer, etc. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement ? Peut-être je vais me réduire à cette étape de 1956 parce que c'est très important de comprendre que d'un côté, vous avez le mouvement qui va vers l'autonomisation des territoires, mais qui me fait maintenir à la métropole les enjeux de la défense. Donc la métropole et le gouvernement à Paris gardent la main sur les questions de défense. Donc les questions qui sont directement liées à l'armée. Simplement, et ça c'est un des legs, un des héritages qui est le plus problématique lorsqu'on parle de l'histoire des armées africaines, c'est la question de la combinaison entre ce qu'on appelle aujourd'hui forces de défense et forces de sécurité. C'est-à-dire que le modèle colonial, finalement, contribue à léguer une situation où les missions de défense et les missions de police sont complètement brouillées. Donc c'est une armée hybride presque. D'une certaine façon, on peut peut-être dire ça. Et du coup, en fait, pourquoi je parle de ça lié à la territorialisation en 1956 ? C'est parce qu'en réalité, là où on va déléguer un certain nombre de prérogatives aux exécutifs locaux qui commencent à se former à ce moment-là, qui deviendront les gouvernements africains, les gouvernements post-coloniaux, on délègue les prérogatives de police. En revanche, les prérogatives d'armée et de défense restent à la métropole. Et donc, il y a là vraiment un moment où énormément de choses vont se jouer. Et il s'agit en catimini de préparer l'évolution vers les indépendances et vers ce qu'on sait très bien devoir être très, très prochainement des armées nationales. Simplement, en catimini, il s'agit d'homogénéiser une situation qui en réalité est très difficile à homogénéiser parce qu'on a une multitude d'unités, à la fois de police, de garde, de gendarmerie, qui commencent très tardivement aussi sur le territoire, et puis de militaires. Et toute une mosaïque d'unités avec des hommes qui n'ont pas les mêmes statuts, qui n'ont pas été recrutés de la même façon, qui n'ont pas eu la même formation. Donc, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, ça, c'est une question qui, me semble-t-il, dans l'héritage formel des armées postcoloniales, pèse un poids très important. Une deuxième chose aussi sur laquelle je voudrais insister, en particulier dans la zone à laquelle on s'intéresse tous les trois, qui est celle du Sahara-Sahel, c'est que, outre cette mosaïque d'unités, on trouve aussi un système différencié de recrutement entre les populations qui sont dites nomades et les populations qui sont dites sédentaires. Donc ça, c'est un héritage très ancien de l'occupation coloniale. Du coup, dans ce moment où on va transférer à la fois l'arsenal, les hommes et l'organisation militaire aux pays indépendants, il va falloir aussi affronter cette question des statuts de ces hommes qui étaient recrutés différentiellement auparavant.